Le journal Sud Télévision, bienvenue à tous. Le sommet, remise officielle du rapport de la commission d'études de la création d'une force unique pour la sécurité au chef de l'État Patrice Talon. C'était ce mardi au palais du peuple de la présidence. Les détails à retrouver dans un instant. Sit-in toujours ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Les travailleurs réunis au sein du syndicat national, les diplomates, interprètes, traducteurs, personnel administratif et technique, Syndipat Mailleux dénoncent selon eux la mauvaise gestion du ministre Benonchi et puis un symposium international sur le football africain. C'est au Maroc à Rabat. La réforme de la Coupe d'Afrique des Nations est au cœur des échanges qui réunissent plusieurs personnalités du haut rang sur du football africain. Ce sont là les grandes articulations de cette édition. Les détails à retrouver dans un instant. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Activité au palais de la Marina, remise officielle du rapport de la commission d'études de la création d'une force unique pour la sécurité ce mardi 18 juillet dans la salle du peuple du palais de la présidence. Le général Félix Ressou, président de la commission, a remis le document au président de la République, Patrice Talon, en présence des membres du gouvernement, des autorités à divers niveaux, de la gendarmerie et de la police. Une feuille de route qui contient entre autres les mots qui minent l'organisation et le bon fonctionnement de ces deux corps, les suggestions et les perspectives pour la mise en œuvre de la force unique de sécurité, une unité qui aura pour nom police républicaine. Cette réforme vise non seulement le bien-être des citoyens béninois, mais aussi un réel changement de comportement des forces de l'ordre. On écoute maintenant un extrait des déclarations du président de la commission, suivi du premier rapporteur et celui du chef de l'État, Patrice Talon. La force unique de sécurité intérieure, FUSI, se révèle être la condition première, la composante déterminante de la dynamique des mutations qualitatives qui fondent et fécondent le développement intégral durable que le programme d'action du gouvernement projette dans un avenir très proche pour notre pays. La Commission a retenu pour la force unique de sécurité intérieure le statut paramilitaire. La force unique de sécurité intérieure telle que conçue ne disposera ni du droit syndical ni du droit de grève. Mais il y sera institué des délégués de personnel qui sont les représentations des différentes catégories de personnel au sein de cette force. 3. De la dénomination de la nouvelle force. La force unique de sécurité intérieure sera dénommée police républicaine. 4. De la participation à la défense opérationnelle du territoire et de l'exercice des fonctions de police aux armées. S'agissant des dispositions à prendre pour réaliser une fusion harmonieuse, la Commission suggère la création de la police républicaine, la dissolution de la police et de la gendarmerie nationale, le reversement des personnels des deux institutions dans la police républicaine, le reversement des patrimoines matériels et immatériels des deux institutions à la police républicaine. En ce qui concerne l'élaboration des textes législatifs et réglementaires assignés à la Commission, 6 avant-projets de loi, 16 avant-projets de décret et un avant-projet d'arrêté ont été élaborés. Comme vous le constatez, les défis à relever au travers de ce projet de création d'une force unique de sécurité intérieure sont importants, si tant est que notre pays veut jouer pleinement sa partition dans la lutte contre les fléaux qui sont désormais sans frontières. Je compte sur la disponibilité de chacun de vous afin qu'au-delà de la présente cérémonie de remise de rapport, le travail de concrétisation démarre dès maintenant avec la feuille de route que vous proposez. À cet égard, les décisions appropriées seront prises par le Conseil des ministres à temps. Cérémonie d'ouverture ce mardi des travaux de l'atelier de formation des préfets de département sur le guide méthodologique d'analyse des plans de développement communaux. 2 jours d'assises pour actualiser le système béninois de décentralisation et permettre aux préfets des 12 départements du Bénin d'avoir un bon plan de développement communal pour faciliter une croissance à la base. Suivez ici au micro de Carnot François Roumbaderinto et Fréjus Fiossi les propos du directeur général des collectivités locales et le directeur adjoint de cabinet représentant le ministre de la décentralisation. Du ministère en charge du plan
avait initié en lien avec la Direction générale des collectivités locales du ministère les stratégies de développement, les stratégies sectorielles, la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté, SRP, qui sont elles aussi actualisées. La seconde raison est relative au contenu des PDC. En effet, depuis la première jusqu'à la deuxième génération des plans de développement communaux, le contenu de ces documents souffre de certaines insuffisances quant à l'approfondissement des thématiques et de leur arrimage aux orientations nationales et stratégies sectorielles. Il s'est donc avéré nécessaire de revoir les différents critères d'analyse des dits PDC afin qu'ils soient de véritables outils de planification et de développement à la base. La troisième raison est relative à la prise en compte des aspects liés aux nouveaux défis de développement durable à la base. Et la quatrième raison porte sur l'appropriation et la maîtrise du guide par les utilisateurs, que sont notamment les préfets de département, leurs collaborateurs au niveau donc de la préfecture et les directeurs du plan et du développement au niveau donc des départements. Autant de raisons qui ont permis donc de rendre disponible une nouvelle version du guide méthodologique d'analyse des PDC de troisième génération, outil essentiel dont ont besoin les préfets et leurs collaborateurs, comme je le disais tantôt, pour approuver les PDC déjà réalisés à nos jours par plusieurs de nos communes. Ces réflexions ont permis d'identifier les critères, les normes d'analyse des PDC pouvant garantir leur mise en cohérence avec les orientations nationales et les stratégies sectorielles. En effet, il n'y avait aucun document du genre permettant au préfet, président des conférences administratives départementales et conseil départemental de concertation et de coordination d'approuver les PDC élaborés par les communes conformément aux lois numéro 97-028 et numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant respectivement organisation de l'administration territoriale et des communes en République du Bénin. Ces différentes réflexions et travaux ont abouti à l'élaboration, déjà en 2008, d'un premier guide méthodologique de mise en cohérence des plans de développement communaux avec les orientations nationales de développement. Ce guide a été vulgarisé et approprié par les différents acteurs préfectoraux et départementaux à travers tous les départements du Bénin. Dans le cadre du projet dénommé pour des médias plus professionnels au Bénin, une conférence de presse a été donnée ce lundi à la maison des médias Thomas Meillanson. Deux dossiers d'enquête étaient à l'ordre du jour. Le premier sur le retard dans la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale et le second sur la mauvaise gestion du secteur énergétique. Le point avec Anno Moriagua et Fréjus Fiorsi. Financé par Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, ces résultats, fruits des investigations menées par les journalistes Alexis Metton et Olivier Alotiemé, portent sur les thèmes mauvaise gestion du secteur énergétique et la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Cette conférence de presse de restitution des résultats d'enquête à la Maison des médias a fait la lumière sur de nombreuses questions que se posent les Béninois. Olivier Alotiemé concernant la centrale de Maria Gleta. Il n'y a pas eu d'études techniques préalables à la construction de la centrale à gaz de Maria Gleta. De plus, l'entreprise CAI qui a réalisé les travaux n'a jamais mené des travaux d'une telle envergure. C'est du moins ce que révèle le bureau d'études chargé de conseiller l'État béninois relativement à ce chantier. Face à tous ces écueils, le gouvernement a décidé d'exploiter la centrale en la réadaptant pour qu'elle fonctionne au gaz et au fioul. En même temps, une unité flottante de regazéification est en projet de façon à assurer l'approvisionnement en gaz de toutes les centrales installées ou en cours d'installation dans la zone. C'est une manière pour l'État de ne pas perdre totalement l'investissement consenti et qui est chiffré à 46 milliards environ. Il ressort de cette enquête que les dizaines de milliards investis dans le domaine énergétique sont mal gérés.
Les gouvernements successifs ont fait le lit à la mauvaise gouvernance. Bien entendu, beaucoup de hauts responsables ont profité de l'occasion pour se sucrer. Les choix stratégiques de long terme désormais sont en cours, mais il est à souhaiter que les erreurs du passé servent de leçon pour aujourd'hui et pour demain. Quant à Alexis Metton, il ressort de ces enquêtes que certains éléments ont porté préjudice à l'évolution normale du chantier de l'Assemblée nationale. Le bâtiment est érigé sur une terre amorphe, c'est à côté de la berge lagunaire à Porto Novo. L'entreprise du gros œuvre, qu'on appelle GEE, a évoqué à maintes fois ces raisons comme blocage de l'évolution des travaux. Donc il y a la situation du sol, il y a aussi le décaissement du fonds qui a lambiné. Les travaux ont été lancés, l'entrepreneur a commencé par faire le travail sur le chantier, mais le premier décaissement est intervenu 18 mois après. Vous imaginez, pour un travail dont le délai contractuel est de 24 mois, c'est après 18 mois que l'État met à la disposition de l'entreprise l'argent qu'il faut pour démarrer le travail. Suite à une étude réalisée par le gouvernement de Patrice Talon, il faudra encore 41 milliards pour finaliser tout le chantier de l'Assemblée nationale, dira Alexis Metton. Comme apport à la présentation des résultats d'enquête, Honoré Afissou, l'un des 10 journalistes ayant contribué aux recherches sur l'Assemblée nationale, s'est exprimé en ces termes. Aujourd'hui, le dossier est dans les mains de la justice, donc l'Assemblée nationale même ne peut pas mener des actions. La seule action qu'il faut mener, c'est de trouver peut-être des solutions de parade. Et comme solution de parade, mon confrère l'a dit tout à l'heure, il y a eu la construction d'un bâtiment pour abriter les députés. Et c'est au palais des gouverneurs, c'est-à-dire à l'ancien siège de l'Assemblée nationale. Il ressort donc de cette première série de présentations des résultats dans le cadre du projet dénommé pour les médias plus professionnels au Bénin, un manque d'exigence dans la gestion du fonds public au Bénin et la précipitation dans la mise en œuvre des projets de développement. D'autres résultats d'enquête menés sur d'autres thématiques dans le cadre du dit projet initié par la Maison des médias seront connus dans les tout prochains jours. Les travailleurs du ministère des Affaires étrangères ont organisé ce mardi un sit-in réuni au sein du syndicat Mayeux, syndicat national des diplomates, interprètes, traducteurs, personnel administratif et technique du ministère des Affaires étrangères. Ces travailleurs dénoncent, disent-ils, la mauvaise gestion du ministre Aurélien Agbenochi. Selon Daouda Draman Traoré, secrétaire général du syndicat Mayeux, le ministre viole les textes qui régissent le ministère des Affaires étrangères. Écoutons ces propos au micro de Laurent Roland-Tony Ikes et Frédéric Fiercy. Le code d'éthique et de déontologie du diplomate, le meilleur test proposé par le professeur Théodore Olo au moment où il était ministre des Affaires étrangères, ce test est violé par le ministre des Affaires étrangères. L'arrêté numéro 8 portant mouvement diplomatique, encadrement de mouvement diplomatique, c'est l'honorable Nassirou Arifari Bako qui a proposé cela. Le ministre des Affaires étrangères est venu, il a violé lui-même le décret qu'il a pris, le premier décret portant AOF. Il a violé à plusieurs reprises. Même la semaine passée, il a violé ce test-là encore. En nommant dans les conditions illégales un inspecteur général pour le ministère. Donc, nous voyons que le ministre qui doit être celui qui va nous apprendre à respecter les tests, c'est lui-même qui viole ces tests-là. Le statut général de la fonction publique, avec tous les tests et toutes les décisions qui l'ont modifié, c'est violé. Pour renvoyer un agent, il y a une procédure à suivre. Soit c'est une procédure disciplinaire, soit c'est la volonté de l'agent. Un agent qui est recruté pour servir aux affaires étrangères ne peut pas être renvoyé parce que le ministre ne veut pas le voir. Ce n'est pas possible. En rappelant, je dis toujours, les cadres, ça c'est une grande violation. Même les droits humains sont violés là. Les gens sont là, vous vous levez parce que vous ne voulez pas d'eux, vous les rappelez. Sans motif valable, sans justification. C'est ça que nous refusons.
Nous avons déclaré cette semaine des manifestations. Nous voulons travailler, c'est pourquoi nous ne voulons pas d'abord aller en grève. Nous cherchons du travail. Nous voulons travailler, alors qu'en violant les tests, on nous empêche de travailler. Nous réclamons cela et nous savons que demain, le même exercice va être répété jusqu'à ce que le ministre, jusqu'à la fin de la semaine, s'il ne réagit pas, qu'on puisse prendre d'autres dispositions. Et nous les gardons d'abord cette disposition secrète pour que ça soit quand même quelque chose de bien suivi le moment venu. Et avant de retrouver l'actualité hors du Bénin, l'assurance maladie pour les bénéficiaires du microcrédit aux plus pauvres ne s'élève pas à 995 francs CFA par mois comme l'ont relayé certains journaux. Cette somme de 995 francs CFA couvre plutôt la durée du prêt. C'est ce qu'on peut retenir du point de presse de Denise Atiopé, directrice générale du Fonds national de la microfinance. Point de presse donné ce lundi 17 juillet 2017. Écoutons un extrait de ces clarifications. Suite à notre sortie sur Zone Franche et certains journaux de la place n'ayant pas compris le message que nous avons livré, ont titré que l'assurance auquel souscrit le bénéficiaire au microcrédit aux plus pauvres était de 995 francs CFA par mois. C'est grossier comme information. Le microcrédit aux plus pauvres s'octroie par tranche. Pour un primo-demandeur, il lui est octroyé un montant de 50 000 francs CFA, payable sur 6 mois avec un mois de différé. Pour ce microcrédit, les bénéficiaires souscrivent à une assurance vie qui est de 995 francs CFA. Et cette assurance vie couvre toute la durée du crédit et non par mois. C'est sur toute la durée du crédit. C'est important d'apporter cette clarification parce que ce n'est pas 995 francs par mois. C'est plutôt 995 francs sur toute la durée du crédit. Cette assurance couvre le bénéficiaire qui est l'assuré, son conjoint et 4 enfants. Il peut advenir que le bénéficiaire perde un enfant, on ne le souhaite pas. L'assurance intervient lui apporte 20 000 francs pour l'aider, pour les obsèques. 20 000 francs CFA pour les obsèques. C'est pour les enfants. Mais pour les adultes, s'il s'agissait de son conjoint, ou du bénéficiaire lui-même, c'est 40 000 francs. En plus de cela, l'encours de crédit est remboursé au FNM. Donc c'est le second point. Je voudrais préciser que le FNM n'est pas en train de faire un business, c'est plutôt du social. Parce que le taux de 8% là, sur 6 mois, fait 4% sur les 50 000 francs. Maintenant, l'info sur le continent. L'accès à Internet a été rétabli lundi en Somalie après une coupure de plus de 3 semaines. Cette panne technique a été provoquée par un porte-conteneur dont l'ancrage avait rompu un câble optique reliant ce pays de la Corne de l'Afrique au reste du monde. Reportage.
L'accès à Internet a été rétabli lundi en Somalie après une coupure de plus de 3 semaines provoquée par un porte-conteneur dont l'encre avait rompu un câble optique reliant ce pays de la Corne de l'Afrique au reste du monde, a annoncé le gouvernement. La plupart des 6,5 millions d'habitants au sud et du centre de la Somalie avaient vu leur accès à Internet coupé, ce qui s'était traduit par des pertes économiques estimées par le gouvernement à 10 millions de dollars par jour. L'accident avait eu lieu le 24 juin quand l'encre du porte-conteneur, sans doute le MSC Alice battant pavillon panaméen, avait accidentellement rompu le principal câble optique reliant la Somalie au reste du monde. Aujourd'hui, après 23 jours, c'est comme un jour de fête parce que l'Internet est de retour. Nous étions dans l'obscurité pendant environ 22 jours de panne d'Internet dans toute la ville. Cela a eu un grand impact sur les médias parce que les gens ne pouvaient pas envoyer les sujets vidéo. Nous avons été gravement touchés par la panne d'Internet. Vous comprenez, aujourd'hui nous célébrons parce que l'Internet est de retour. Ce blackout avait compliqué un peu plus la vie des Somaliens, dont près de 2 millions fuyant la guerre, ont créé à l'étranger une diaspora qui gagne de l'argent qu'elle envoie ensuite au pays. L'Internet est précisément ce qui relie ces Somaliens de l'extérieur à la Somalie. La Banque mondiale estime à 1,4 milliard de dollars par an le montant des versements de l'étranger, soit un quart du PIB national. Même poursuivons par quelques brèves, toujours sur le continent. Afrique du Sud, les anciens de Mandela ont défilé dans les rues du Cap à l'occasion des célébrations de l'anniversaire de Nelson Mandela. Ce mardi 18 juillet, regroupés au sein de Global Elders, une organisation non gouvernementale, ces personnalités publiques reconnues comme hommes d'État, activistes politiques pour la paix et avocats des droits de l'homme, rassemblés par Nelson Mandela en 2007, ont célébré par cette marche Mandela Day, célébrée tous les 18 juillet de chaque année. Le football africain se réunit mardi et mercredi au Maroc, une grande messe de la Confédération africaine de football CAF consacrée notamment à la réforme de la principale compétition du continent, la Coupe d'Afrique des Nations. Ce symposium international sur le football africain s'est ouvert à Chirat, près de Rabat, avec la participation de nombreuses personnalités du monde du football, dont Ama Ahmad, président de la CAF, et Gianni Infantino, président de la FIFA. Et puis, hors de l'Afrique, Amnesty International a appelé mardi à Londres les chefs de gouvernement du monde entier à faire pression sur la Turquie pour libérer les 6 militants des droits de l'homme accusés d'aider des groupes terroristes, dénonçant une pression post-coup d'État aux proportions incroyables. C'est une déclaration faite par John Dalusen, directeur d'Amnesty International pour la région Europe et Asie centrale. Et c'est sur ces images que nous allons boucler cette édition. Eden Info, stop et fin. Merci à tous. Le prochain rendez-vous, c'est pour l'édition de 17h. Au revoir.